Bonjour à tous, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me semble important, qui est l'altérité et l'hédonisme. En quelque sorte, comment nous devons vivre ensemble, malgré nos différences, malgré notre vision du monde qui peut être différente d'une personne à une autre. Et cette année, j'ai une surprise pour vous. J'ai amené des jeunes avec moi, mes étudiants, chacun avec des niveaux différents, qui vont peut-être amener un peu plus de son neuf, donner une vision un peu plus optimiste de l'avenir. C'est vrai que ce qui nous arrive aujourd'hui n'est pas anodin. On est face à des crises, à des guerres même au sein même de l'Europe. La pandémie, l'inflation aussi. Toutes ces choses-là nous viennent en 2 ans. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité, à part évidemment les guerres mondiales, etc. Je vais pour cela partir d'un constat qui est le suivant. Vous savez qu'en 2019, il y a eu l'incendie de Notre-Dame de Paris. Évidemment, ça a créé beaucoup d'émotions et de tristesse ici en France, mais aussi à l'étranger, à travers le monde. Et ce qui est positif, c'est qu'en un temps record, on a pu réunir des dons qui ont atteint 900 millions de dollars, presque 1 milliard de dollars ou d'euros, parce qu'il y a la parité entre les deux. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Alors, une autre date, août 2022, inondation au Pakistan. 1/3 du pays sous l'eau, soit une surface équivalente à l'Italie. 33 millions de personnes touchées, mort de 1700 personnes, des centaines de milliers de maisons, de milliers de kilomètres de routes et de centaines de ponts à travers le pays ont été endommagés. Et une perte estimée à 30 milliards. Bien. L'ONU avait lancé un appel aux dons estimé à peu près à 800 millions de dollars. On a demandé 160 au départ, au mois d'octobre 2022. Seuls 90 millions de dollars avaient été reçus. Donc l'équation se présente de manière un peu injuste pour le Pakistan. C'est un pays, comme vous le savez, en développement, qui émet moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre, et pourtant, il est une des nations les plus vulnérables au changement climatique. Alors, cette comparaison, évidemment, comparaison n'est pas raison. C'est juste pour un peu vous sensibiliser par rapport à notre relation à l'autre. C'est ça la question qui se pose. Bien, donc, comment déceler le sens de la force du nous au royaume éclaté du moi-je? Comment créer un hédonisme responsable qui permettrait au sujet d'accéder à la conscience de ce qu'il fait, de lui-même et des autres, qui favoriserait le moment de fraternité d'Exit Régis Debray. Donc l'autre, c'est qui? C'est celui qui vient de loin, peut-être, celui qui n'a pas le même accent que moi, celui druide, c'est l'handicapé, c'est l'étranger, c'est le vieux par rapport au jeune, c'est la femme par rapport à l'homme, c'est celui qui n'a pas les mêmes us, les mêmes coutumes, qui n'a pas la même culture, la même identité, le même patrimoine. Et là, je voudrais rappeler une citation de Bernanos, qui écrivait déjà en 1947 dans La France contre les robots, et il disait la chose suivante. On ne comprend rien à la société moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'il y ait une conspiration contre toute espèce de vie interne, et d'ajouter une vie tout entière orientée vers la notion de rendement, d'efficience et finalement de profit. Les âmes ont rougi presque d'écrire aujourd'hui ce mot sacré. Ça remonte en 1947. La France contre les robots. Je trouve que cette citation est encore plus valable aujourd'hui avec nos jeunes, avec les réseaux sociaux, les ordinateurs, etc., etc. Donc,
je ne suis pas là ni pour donner des leçons, ni pour vous dire qu'on a raison, on n'a pas raison, mais d'essayer juste qu'on réfléchisse ensemble, sereinement, aux choses qui nous arrivent. Bien, donc aujourd'hui, comme j'avais dit, on fait face à des conséquences de la guerre, de la pandémie, etc. Et la liste est longue. Et la question qui se pose, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, au lieu que je vous fasse une conférence, un discours comme d'habitude, je vais changer cette fois et je vais donner la parole aux jeunes. Donc, je commence par Inès, qui est en première année d'économie et qui va nous parler de la place de l'autre dans le monde du travail. Après, je passerai la parole à Marie, qui est doctorante, elle est en fin de thèse, elle va se tenir dans un mois, qui, elle, va parler de la place de l'autre dans l'école républicaine. Et puis, le dernier intervenant, c'est lui, qui va parler, qui est en L3, qui est un juriste. Les deux premiers, ce sont des économistes. Et lui, il est en L3, donc troisième année, tous à l'université chez nous, et qui va parler de la place de l'autre dans ma culture, dans la culture française. Je commence donc par Inès. Bonjour à tous. Alors, mon intervention portera sur la problématique des discriminations et en particulier celle de l'insertion sur le marché du travail des immigrés et de l'accès au logement. L'histoire de notre monde est ponctuée de crises, de catastrophes et d'effondrements, plus spécifiquement depuis ces 2 dernières années. Réchauffement climatique, conflits géopolitiques, crainte de l'étranger, nous sommes affectés sur tous les plans. C'est pour ça que je vais partir d'un constat simple. Selon l'INSEE, en France, en 2022, le taux de chômage s'élève à 8% pour l'ensemble de la population et à plus de 15%, soit presque le double, pour les immigrés. Ce constat dépeint un certain malaise au sein de notre société. C'est quelque chose qui est contre-intuitif, car le migrant, quand il quitte son pays et sa famille, il cherche d'abord et avant tout à travailler. Il a un contrat moral avec sa famille pour travailler et aider cette dernière. Donc la question qui se pose est la suivante. Est-ce que cette anomalie ou ce dysfonctionnement est quelque chose d'endogène ou d'exogène? Plus précisément, où se trouve le problème? Est-il du côté de l'étranger qui fait preuve d'un manque de volonté d'intégration, ou bien du côté de l'État français qui n'arrive pas à mettre en place un cadre pour lutter contre les discriminations? Venons-en aux faits. Un actif sur 10 en France est immigré. Les caractéristiques sociodémographiques de la population active immigrée en France, donc diplôme, catégorie socio-professionnelle, les rendent plus fragiles au risque de chômage. Mais d'après l'INSEE, ces caractéristiques n'expliquent que la moitié de cet écart. Autrement dit, si le taux de chômage en France est de 8%, toute population confondue, il serait de 12% et non de 16% pour les immigrés. Les 4% sont donc liés à d'autres considérations. Selon un testing réalisé par l'Institut Montaigne en 2015, les musulmans ont 2 fois moins de chances d'être contactés par les recruteurs que les catholiques. Les hommes musulmans ont un taux de réponse 4 fois plus faible que les hommes catholiques. Mohamed Messa Adoui, Lucas Martin et Thomas Legrand. Ces noms ne vous disent rien ? Ce sont les noms de 3 étudiants fictifs, bientôt titulaires d'une licence qui interroge par écrit des responsables de master sur les modalités de candidature à leur formation. Ces 3 étudiants n'obtiendront pas la même réponse, comme le révèle un testing réalisé auprès de 19 universités, publié en 2022. Pour évaluer les discriminations liées à l'origine et au handicap dans l'accès aux formations, une équipe de recherche du tout nouvel Observatoire national des discriminations et de l'égalité dans le supérieur, piloté par l'université Gustave Eiffel, a généré plus de 1800 demandes d'informations sur les modalités de candidature.
Elles ont été envoyées en mars 2021 aux responsables de 607 masters, signés par un candidat de référence, avec un nom et un prénom originaire d'Afrique du Nord. Bilan, près de 1 responsable sur 5 de master n'a pas donné suite ou a donné une réponse défavorable au mail adressé par Mohamed Messahadoui, tout en ayant répondu à la sollicitation de Thomas Legrand. Et dans l'ensemble, Lucas Martin, handicapé moteur, affiche un taux de réponse proche de celui de Thomas Legrand. Mohamed Messahadoui, cet étudiant au patronyme maghrébin, se retrouve avec moins de chances de recevoir une réponse positive. De plus, selon une étude effectuée par SOS Racisme en 2022, près de 1/4 des agences immobilières n'acceptent pas de trier les dossiers de location proposés aux propriétaires en refusant des profils dits arabes ou noirs. Je peux multiplier les exemples, mais cela ne sera pas très utile. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi en est-on arrivé là? Que faire à chaque échelle afin que chacun soit écouté, compris et valorisé à sa juste valeur? Comment allier nos différences pour répondre aux besoins de chacun en offrant notre force de travail sans discrimination ni injustice? Bien, après ce constat, c'est des chiffres quand même, c'est glaçant de voir que ce qui se passe. Qu'est-ce que, en tant que jeune, qu'est-ce que vous proposez? Comment vous voyez les choses? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ce constat? Alors, donc, face à ces différents dysfonctionnements, dont la discrimination n'est qu'une partie, il ne faut surtout pas lâcher prise. Nous n'avons donc pas le droit d'être défaitistes. Après le trauma, la Covid, les conséquences de la guerre russo-ukrainienne, la hausse inquiétante de l'inflation, la persistance ou bien la hausse des discriminations, etc., une autre vie apparaît, d'autres possibilités et d'autres rencontres. Nous devons penser par nous-mêmes et pour ce faire, nous devons nous nourrir de la pensée des autres. Aller vers l'autre pour faire corps, se serrer les coudes. Un désert relationnel équivaut à au royaume du désespoir. De plus, il faut que chacun de nous trouve sa place dans une France laïque, inclusive et ancrée dans l'histoire. Une France fière de sa culture et qui assume son hétérogénéité. Nombreux sont les Français qui ne se reconnaissent pas en tant que Gaulois. Il faudrait dès lors inventer une nouvelle narration, de nouveaux récits subversifs, dans lesquels toutes les appartenances s'entremêlent et trouvent leur place pleine et entière. Sénèque disait bien « Il n'y a pas de vent favorable pour ceux qui ne savent pas où ils vont ». Merci pour votre écoute. Merci Inès. Je passe la parole à Marie. Alors, comme ma camarade vient de l'évoquer au travers de différents exemples concernant la discrimination vis-à-vis des personnes d'origine ou supposées d'origine étrangère, les valeurs telles que l'égalité, la solidarité et la justice sont des valeurs piliers de la République française, mais qui sont très largement malmenées. Une autre notion au cœur de la République et du pacte républicain, qui est aussi reliée à l'égalité des chances et qui mérite toute notre attention, est celle reliée à la méritocratie. Derrière l'idéal méritocratique se cache une promesse forte, permettre à tous, quelle que soit son origine sociale ou ethnique, d'atteindre, grâce au travail et au talent individuel, les filières et les métiers d'excellence. Dès lors, l'idéal méritocratique s'est intériorisé pour les Français comme un principe fondateur de justice sociale, permettant d'expliquer et justifier les inégalités. Cette promesse est d'autant plus forte que nous avons tous été bercés par l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui, grâce à l'école de la République, gratuite et laïque, ont réussi à sortir de leurs conditions d'origine pour emprunter l'ascenseur social et atteindre les positions les plus prestigieuses. On peut évoquer l'exemple tout récent de la prix Nobel de littérature, Annie Ernaux, qui se décrit comme une transfuge de classe. D'aucuns diraient que l'enfer est pavé de bonnes intentions.
Si la méritocratie justifie les inégalités par l'égalité des chances, elle ne reste pas moins très largement critiquée. En effet, malgré la très large démocratisation de l'accès au savoir et de la connaissance permise par l'instauration de l'école gratuite et obligatoire, il ne fait plus aucun doute que la mobilité sociale en France stagne. Les promesses d'une société dans laquelle on peut réussir si on essaie ne se vérifient que très rarement. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les déterminants de la réussite scolaire des étudiants, mais aussi les déterminants de l'accès aux filières les plus exigeantes. On peut ainsi se demander à juste titre si l'origine sociale influence la réussite scolaire des étudiants. En premier lieu, il apparaît clairement que l'école primaire échoue à réduire les écarts liés aux origines sociaux des enfants. En effet, le Haut Conseil de l'évaluation des écoles, dans un rapport de 2007 et 2017, montrait que l'école, au lieu de réduire les écarts de niveau constatés au CP, ne faisait que les accroître. Et dès lors, l'école était le lieu de la reproduction des inégalités sociales. Pire encore, alors que l'école de la République avait pour ambition de réunir sous le même toit les enfants de tous les milieux sociaux, il apparaît clairement que les familles les plus aisées adoptent des stratégies pour permettre à leurs enfants d'accéder aux meilleurs collèges et lycées. Il semble dès lors qu'il existe en France une école à deux vitesses et que cela prend de plus en plus de place. Donc sur les graphiques que nous avons mis juste ici, que nous avons projetés, ce que l'on remarque, c'est que pour les collèges français, et notamment sur certaines villes en France, les collèges privés atteignent des niveaux de réussite, ou en tout cas de meilleurs scores, que les collèges publics. Donc en bleu, vous avez les taux, l'indice. En fait, ce que vous avez, c'est l'indice de position sociale des collèges qui mesure la réussite des étudiants dans ces collèges-là. En bleu, vous avez les écoles, les collèges publics. En rose, les collèges privés. Et les pointillés au milieu, c'est le niveau moyen de tous ces collèges. Ce qu'on remarque, c'est que les collèges publics réussissent moins bien que les collèges privés. Sauf qu'à la base, ce n'est pas censé être ce que la méritocratie et l'école de la République souhaitent. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que, ce que je disais, les parents adoptent, notamment des milieux favorisés, adoptent des stratégies pour faire en sorte que leurs enfants, dès le collège et dès le lycée, puissent ensuite accéder aux écoles préparatoires ou aux grandes écoles les plus prestigieuses. Et un chiffre suffit à comprendre cette stratégie-là. 8% des lycées français fournissent 50% des effectifs des grandes écoles. On peut aller plus loin dans les chiffres et toujours dans le même sens. Alors que 33% des jeunes de 20 à 24 ans sont issus des catégories socio-professionnelles défavorisées, ils ne représentent que 9% de la population étudiante des écoles les plus sélectives sur la période 2016-2017. C'est l'exact opposé pour les jeunes issus des CSP+. Ils représentent en effet 64% de la population dans ces écoles, dans les grandes écoles, alors qu'ils ne représentaient que 23% des 20 à 24 ans. Cela veut donc bien dire que les enfants issus des CSP+, sont surreprésentés dans ces grandes écoles. Autre chiffre tout aussi édifiant, un enfant ayant un père ayant fait Polytechnique a 300 fois plus de chances de lui-même faire Polytechnique comparativement à un enfant n'ayant pas eu son père ayant fait Polytechnique. Les facteurs sont cumulatifs, puisqu'on a aussi un déterminant géographique important. Alors que 5% de la population française est née à Paris, ces enfants qui sont nés à Paris sont surreprésentés dans les grandes écoles, puisqu'ils représentent 35 à 45% des effectifs. Le constat est donc sévère vis-à-vis de l'école de la République. Elle serait donc le haut lieu de la reproduction sociale et non le bras armé de la méritocratie. Il semble dès lors évident que le système éducatif français a échoué à garantir l'égalité des chances et que l'origine sociale est un déterminant important dans l'accessibilité des filières exigeantes. Très bien, merci Marie.
là aussi, comme vous pouvez le voir, on a un constat affligeant par rapport à tout ce qu'on nous raconte. Par exemple, aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, on a des différences, mais on le sait dès le départ. Dès le départ, on vous dit il faut cravacher pour travailler, et ceux qui ont des parents riches, ils vont faire des grandes écoles, etc. En France, on ne le dit pas de manière claire. Et donc, pour moi, ce qui est plus insidieux, le problème vient du fait qu'on ne fait croire que l'école de la République, l'égalité des chances, etc., existent. Dans la réalité, ce n'est pas le cas. Et c'est ça le plus grave. Bon, comme j'avais dit au départ, on est là pour être optimiste, pour avancer ensemble. Quand je vois les têtes un petit peu, j'ai envie de dire alors, Marie, qu'est-ce que vous nous proposez après tout ça? Comment vous voyez les choses, vous qui êtes... Vous allez soutenir bientôt, vous allez rentrer dans le marché du travail. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors d'abord, il faut que je dise que je fais une thèse sur l'environnement, donc je ne suis pas spécialiste des inégalités. Très bien. Mais évidemment, il y a des choses qui ont été faites jusqu'à présent, notamment à Sciences Po Paris. Ils ont mis des quotas pour intégrer plus d'enfants issus de la mixité, de la diversité. Ils ont changé leur façon de recruter. Donc en 2018, ils sont passés sur des examens de dossiers pour favoriser cette mixité-là. C'est une solution, mais je la trouve très insatisfaisante, parce que comme vous l'avez dit, on nous fait croire que la méritocratie existe et est possible. On nous fait croire que l'école est gratuite et accessible à tous. Or, ce n'est pas le cas. Une chose qui serait possible, c'est de décentraliser les grandes écoles pour que ceux qui habitent en province puissent y accéder plus facilement. Aussi avoir une meilleure orientation, parce qu'en fait, pourquoi les enfants issus des milieux favorisés accèdent plus facilement aux grandes écoles? C'est parce qu'ils ont la connaissance aussi de ces écoles-là. Moi, par exemple, si je regarde mon cas personnel, à un moment donné, j'avais voulu être prof d'anglais. Ce qu'on m'avait proposé, c'était de faire une LLCE, donc aller à l'université anglais, alors que quelque part, on aurait pu me proposer une prépa littéraire. On ne l'a pas fait, on ne connaissait pas mon niveau. Et moi, j'avais une asymétrie d'information, je ne savais pas qu'il était possible de faire une prépa, notamment. Mais ça, c'est quelque part que des petites solutions. La vraie solution pour moi, c'est d'accepter le fait qu'on ne va pas tous aller dans une très grande école, que tout le monde n'a pas... C'est de reconnaître aussi ceux qui y sont, qu'ils le tiennent du fait de leur milieu, de leur héritage. Ils n'ont pas payé la grande école, mais leurs parents leur ont fourni tout ce qu'il fallait pour qu'ils atteignent ces grandes écoles-là. Et il faut qu'ils soient un peu plus... Enfin, les gens qui ont réussi ne jettent pas la pierre sur ceux qui n'ont pas, entre guillemets, réussi. Tout le monde doit trouver sa place dans la société, que ce soit, on en a parlé pendant la Covid, les aides-soignantes qui sont essentielles dans notre société, pourtant qui n'ont pas fait de longues études, mais aussi la dirigeante d'une grande entreprise. Donc il faut que chacun se mette à sa place, reconnaisse ce qu'il doit à son héritage, à son milieu social, pour que tous ensemble, on trouve notre place dans la société. Merci beaucoup. Je vais donc passer la parole à lui, le dernier intervenant, qui, lui, va nous parler de quelque chose de plus fin, avec moins de chiffres, mais c'est la place de la culture dans l'intégration. Quelle est la place de l'autre par rapport à la culture? Et je crois que c'est un sujet aussi très, très intéressant. Donc, il a une vision un peu différente des autres, c'est pour ça qu'on l'a amené ici. Et donc, allez-y, lui. Bien, merci monsieur. J'aimerais reprendre avec vous une citation de Michel Rocard qui s'affiche ici, qui nous disait que la France est une coalition qui tient aussi longtemps que les gens qui sont dedans veulent rester français. L'ancien Premier ministre soulevait ici une particularité ô combien intéressante dans la construction de l'identité française que nous partageons. Notre pays s'est construit, du moins depuis le début de l'ère républicaine, autour d'une identité culturelle, d'une certaine homogénéité, qui s'incarnait plus dans des valeurs partagées que dans des critères ethniques ou linguistiques. L'état-major français s'étonnait par exemple durant la Grande Guerre de découvrir que 80% des conscrits, des appelés, parlaient tantôt corse, breton, basque, béarnais, et j'en passe. La République ne reconnaît qu'une seule communauté, la communauté nationale, comme a pu le réaffirmer à plusieurs reprises la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Ainsi, le principe d'égalité que nous retrouvons inscrit dans notre devise, que nous pouvons scander, liberté, égalité, fraternité, s'est fait une composante essentielle de notre corpus de valeurs communs, qui nous permet aujourd'hui encore de faire société. Cette unité nationale, fondée sur des valeurs plus que sur des critères identitaires, est une spécificité française qui fait de notre société une entité à part, mise en comparaison avec la société anglo-saxonne, où la société multiculturelle se construit autour d'un conglomérat de communautés qui coexistent entre elles. En France, il n'y a qu'une communauté, je le répète, celle du peuple français. On comprend alors que la laïcité, entendue au sens large, ait pris une place aussi importante en France. Chacun devait se sentir et être libre de pouvoir ressentir, penser, exprimer des idées politiques, philosophiques, religieuses ou bien encore morales. C'est là peut-être le verrou principal pour éviter que la crainte de Tocqueville d'une tyrannie de la majorité ne vienne nier les individualités qui, en s'exprimant, permettent à l'action républicaine de devenir une émanation de la volonté générale. Seulement voilà, face à la multiplication des sensibilités identitaires et des revendications communautaires, sans connotation péjorative au terme communautaire, je le précise, ce modèle unitaire dans lequel la citoyenneté s'épanouissait dans l'abstraction des valeurs se doit d'évoluer s'il veut survivre. Se côtoie aujourd'hui en effet sur notre territoire une multitude de sensibilités, de communautés, qui peuvent se fonder aussi bien sur la chose religieuse, aucun d'entre vous n'a par exemple été épargné par les débats incessants autour de l'islam par exemple, ou bien sur un critère ethnique qui peut se matérialiser dans la confrontation, dans des tensions autour d'une mémoire. Je pense ici à la mémoire de la guerre d'Algérie, pour ne citer qu'un exemple. Plus que jamais, il convient de nous demander comment vivre ensemble, puisque nous voulons vivre ensemble. Comment faire corps en dépassant les revendications qui fracturent notre société. Pour reprendre à mon compte à nouveau le néologisme de Tocqueville, comment éviter aujourd'hui une tyrannie non plus de la majorité, mais des minorités. En cela, il convient de veiller à ce que la mosaïque des identités françaises ne soit pas un mélange difforme, mais bien une œuvre harmonieuse et agréable à la vue. Très bien, merci beaucoup. Bien, alors, quelles sont les solutions? Quelle est votre vision? Ma vision reste celle d'un jeune étudiant, mais je vais essayer de vous l'exposer simplement. Pour permettre à ces différentes communautés de se fondre à nouveau dans une identité collective qui ferait de nous un peuple réuni, la République doit redonner une place de choix aux citoyens avec un C majuscule. Pour donner envie aux membres de la coalition, que j'évoquais en premier lieu, pour reprendre le mot de Michel Rocard, de rester français, encore faut-il qu'ils se sentent déjà français. En cela, il convient de promouvoir et de proximiser, j'assume le néologisme, la vie de la cité. La transmission aux nouvelles générations est à mon sens la clé de voûte de ce nouveau paradigme que nous devons construire ensemble. Pour reprendre le mot de notre professeur dans un article publié l'année dernière, l'école est la mère des batailles. J'ajouterais que son principal objectif doit être de transformer l'homme en citoyen. Homme et citoyen incluant bien sûr la femme et la citoyenne. Un citoyen capable de discernement et d'engagement. On peut imaginer beaucoup de choses et certaines existent déjà en réalité mais sont trop peu utilisées. Je prends pour exemple les conseils consultatifs, des jeunes notamment, qui peuvent être institués par les collectivités territoriales, les communes notamment, comme le précise l'article L 2143-2 du Code général des collectivités territoriales. Cet outil, qui consiste à réunir des citoyens qui sensibilisés à une problématique particulière ou bien du fait de leur âge, les conseils consultatifs des jeunes, permet de les impliquer dans le processus de décision, quand bien même leurs voix ne sont que consultatives. Et on voit ici un véritable enjeu pédagogique. Les citoyens comprendraient à la fois le fonctionnement d'une institution délibérante, mais également ils seraient directement impliqués. Ces conseils consultatifs et facultatifs ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres de ces instances qui permettraient aux citoyens d'être investis réellement dans la vie de la cité, dans la vie de la République. Passer cet exemple, en un mot, la République française doit redéfinir son rapport à la démocratie pour développer une véritable démocratie de proximité. Elle doit aller à la rencontre du citoyen. Elle doit aller à la rencontre des citoyens pour lui donner envie de s'impliquer dans l'action de la République, pour que chacun puisse avancer et pour que la République puisse avancer du fait de cette avancée collective.
Voilà, je crois, quelques idées que je vous présente humblement et qui ne valent qu'en tant que l'aboutissement d'une pensée encore empreinte de jeunesse, comme celle de mes camarades. Mais après tout, ne dit-on pas que ce sont les idées qui mènent le monde? Celles-là sont les vôtres, et il vous revient de les sculpter à nouveau. Donc là, vous avez vu, on a un panel de jeunes, d'étudiants qui ont envie de vivre ensemble. C'est ça, en fait, qui ont l'envie de vivre. On le ressent, et malgré des sensibilités, comme vous l'avez ressenti, différentes. Et donc, on a un peu de temps pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame? Vous parlez beaucoup de mixité sociale et puis de mixité justement avec les migrants, mais vous, est-ce qu'en tant qu'étudiant, vous pouvez rencontrer, il y a des lieux où vous pouvez rencontrer des étudiants d'autres nationalités? Parce que pendant le confinement, là, on a dit qu'il y avait des étudiants qui étaient en grande situation de précarité, qui n'avaient même plus de quoi manger et tout ça. Et justement, ceux qui viennent d'autres pays, ceux-là, ils ont été encore plus en précarité parce qu'ils ne pouvaient pas retourner dans leur famille, ni rien du tout. Donc, est-ce qu'il existe des endroits où vous pouvez, vous, déjà créer un peu la société de demain, où vous pouvez vous entraider, vous rencontrer, partager? Voilà, c'est ma question. Je ne sais pas si je réponds ou je laisse la parole aux jeunes, peut-être, oui, c'est plus intéressant. Parce que je vais dire des choses un peu plus lisses. Allez-y. Je tiens déjà à dire que nous ne sommes pas plus intéressants que notre professeur. Lui, il est bon, hein? Allez-y, allez-y. Pour parler de l'association. Pour vous répondre, madame, je pense qu'il y a une vie associative qui est très riche à l'université, peut-être moins à Pau que dans d'autres villes, mais elle est quand même développée. Et beaucoup d'associations proposent un accompagnement pour ces jeunes qui arrivent de l'extérieur. Bref, beaucoup d'associations, pardonnez-moi, proposent un accompagnement, des associations dans lesquelles les jeunes peuvent s'investir. Pour ma part, j'ai pu m'investir l'année dernière dans une collecte de vêtements qui a touché principalement les jeunes en situation de précarité, et on s'est rendu compte que ces jeunes en situation de précarité étaient principalement des jeunes étudiants étrangers. Donc pour peu de chercher à s'investir, bien sûr que les étudiants ont cette possibilité de rencontrer, d'aller à la rencontre de l'autre, pour revenir sur le thème de la conférence. Oui. Donc, on est déjà dans un cycle universitaire. Oui. Vous parlez aussi des migrants. Oui. Les migrants. Moi, j'entendais dans la question de madame. Oui. Vous parlez de mosaïque. Oui. Est-ce qu'à l'université de Pau, vous allez à la rencontre des migrants qui arrivent ici? Très bien, c'est une très bonne question, mais je vais vous répondre franchement. C'est vrai qu'avec la Covid, beaucoup de jeunes se sont retrouvés sans rien. Le Crous, l'université, il a fait un effort, il y a une distribution. Oui, l'université, à travers le Crous, a fait un effort en allant vers les étudiants qui sont restés dans la cité universitaire, etc., leur amener des aides. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis responsable d'Erasmus. D'Erasmus, c'est un programme pour l'économie, en fait. C'est un programme pour recevoir des étudiants de l'Union européenne, et puis on envoie aussi nos propres étudiants en Espagne, en Irlande, etc., etc. Bien. Quand on reçoit des étudiants étrangers dans le cadre d'Erasmus, il y a une journée pour les recevoir, il y a tout un accompagnement, ils viennent me voir dans mon bureau, j'ai telle ou telle difficulté. Ce n'est pas le cas quand on reçoit des étudiants en dehors de l'Union européenne. Et ça, c'est une discrimination. C'est une discrimination. Bon, on est en train de réfléchir pour changer les choses, et en particulier, je vais réunir les étudiants dans quelques instants parmi nous, pour que
ça soit institutionnalisé. Parce que ce n'est pas normal. Déjà, dès le départ, il y a un problème. Donc ça, madame, vous avez raison de soulever ce problème. Alors, l'autre question, c'est par rapport aux migrants, ce qu'on appelle les réfugiés, en fait. Est-ce qu'il y a la rencontre? Là aussi, dans le cadre de mon cours de laïcité, que je vous invite à... C'est ouvert à tout le monde, à la société civile, ça va commencer à partir du mois de janvier, une vingtaine d'heures sur la laïcité, le vivre ensemble. C'est pour ça que ces étudiants sont bien entraînés. C'est parce qu'ils ont suivi ce cours, on va dire tous. Et donc, c'est vrai qu'on a ce problème. Et j'ai fait venir, moi, des migrants, des réfugiés qui ont raconté un peu leur histoire. Bon, je l'ai fait une fois ou deux, pour sensibiliser les étudiants à la situation. Et la question se pose évidemment avec acuité, parce que ce qui s'est passé avec le bateau qu'on a reçu la semaine dernière, là aussi, d'un point de vue humain, on doit le faire, évidemment, ça va sans dire. Mais aussi, il y a des problèmes. On parle de... si on le fait, c'est que d'autres vont entendre ça et donc le trafic va continuer, etc. Ce sont des questions importantes. Ce sont des questions pertinentes auxquelles on doit tous réfléchir. Il n'y a pas de solution miracle. On ne peut pas recevoir tous les bateaux du monde, évidemment. Ça va créer des problèmes alors qu'on a des problèmes d'intégration. Mais on ne peut pas non plus laisser des gens, l'autre en fait, qui sont différents de nous, dans une situation de détresse. Nous devons ensemble réfléchir à la façon de voir notre développement, de concevoir notre développement, notre croissance économique, le partage de la richesse. On ne peut pas, nous inquiéter quand on a un taux de croissance de 1,5 au lieu de 2% pour 0,5 points, alors qu'on a des gens de l'autre côté qui sont dans la misère. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Avec le réchauffement climatique, il y aura, sans faute, on aurait des gens qui vont devenir de plus en plus en France, en Europe, etc. Donc il faut bien le comprendre. Ce qui s'est passé avec ce bateau, avec ces pauvres personnes, on va le revivre plusieurs fois parce que avec le réchauffement climatique, il y a une migration, il y a une mobilité des gens, et ça on ne peut pas, donc on ne peut pas l'ignorer. Et l'idée, c'est de discuter. Qu'est-ce qu'on veut exactement? C'est qu'il y a en fait une disputation, une discussion entre nous. Donc je vous invite à venir, si vous avez envie, d'approfondir ces questions dans ce cours qui est ouvert en fait à la société civile. Il est important pour nous de discuter. Il y a des solutions. On a assez de moyens pour partager. On n'a pas besoin d'avoir 5 voitures, 20 jeans, etc., etc. Monsieur. Oui. Attendez, peut-être là, le micro. Monsieur, il y a un monsieur qui parle. Moi, j'ai un micro, donc, oui. Ah bon, et peut-être que je peux le passer juste après. Oui, allez-y, d'accord. Mais du coup, ça change un peu de sujet. Donc, on va écouter le métis. Bonjour. En fait, j'entends tout à l'heure parler de ensemble, d'inégalité, de discrimination. Donc je vous le dis, je suis métis, je m'appelle Monsieur Bonza Dimitri. Il y a de ça 1 an, j'ai eu un accident de vie qui a fait que j'ai dû recommencer ma vie. J'ai une RQTH et j'ai des douleurs neurologiques au niveau de ma main. J'ai repris mes études, donc je suis à l'ITS de Pau pour devenir éducateur spécialisé. Et ce que je regarde autour de nous, c'est qu'on nous dit qu'on doit faire des efforts, en gros. Mais vous parlez d'échange, vous parlez d'intégration. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que moi comme jeune, en fait. Et toutes les personnes qui doivent être intégrées, c'était gratuit aujourd'hui, je ne les vois pas. Et j'ai l'impression qu'on nous punit encore et qu'on nous montre, en fait, qu'on doit montrer l'exemple. Mais l'exemple, on veut le faire. Mais si on n'a pas d'échange avec les autres, comment on le fait, cet échange? Et c'est ça que je remarque. Et moi, dans la salle, il y a beaucoup de gens qui vont me regarder bizarrement, mais je vois que des personnes d'un certain âge qui... et je vous dis... non, mais pardon, mais... c'est la vérité. Je vous en prie. Et je les applaudis et je cherche en fait les personnes de mon âge. Alors les étudiants que vous avez là parlent très bien et ils ont, voilà, vous avez dit l'habitude, etc. Et je trouve ça formidable.
Mais des gens qui sont dans le quotidien comme moi, ben, je les vois pas. Et je trouve ça un peu dommage. Et Envie de vivre, c'était gratuit. Et il suffisait de s'inscrire sur Internet. Et je trouve ça très dommage. Voilà, c'était la petite analyse que je faisais. Parce qu'on nous demande de faire des efforts, mais il n'y a pas l'échange, en fait. Voilà. C'est tout à fait vrai. Désolé, hein, mais voilà, je tenais à le dire. Tout en respectant les personnes les plus âgées, d'accord, parmi nous, dont je fais un peu partie, ça commence un peu à... Ça va venir, ça va venir. Donc, oui, vous avez raison, et j'ai fait déjà cette remarque aux responsables à la mairie par rapport à ça, oui, on ne voit pas beaucoup de jeunes. Pourtant, moi, j'ai essayé de mobiliser mes étudiants, je ne sais pas, je ne vois pas beaucoup ici, et je leur ai dit que vous aurez 1 point ou 2 points en plus si... C'est vrai en plus, il y en a un qui peut témoigner. Si vous venez, vous prenez des selfies avec le présentateur. Parce que c'est vrai qu'on a ce problème et qu'on en a parlé avec Marie, par exemple, on en a parlé il y a 2 jours, on a dit comment on peut attirer les jeunes. Même si les personnes plus âgées, encore une fois, c'est important, c'est les pères, c'est les mères, les grands-pères, les grands-mères, ils font passer des messages. Mais... bon, les jeunes aujourd'hui, c'est difficile de les mobiliser. Nous, on fait de la publicité, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, on le regrette, mais ça va venir. On a commencé par ces jeunes, et c'était fait dans ce sens. Je vous assure, c'est dans ce sens. Madame ? Oui, merci. Je voulais revenir sur les chiffres que Marie a montrés sur l'intégration dans les grandes écoles. Alors, je ne sais pas si on peut les remettre. Oui. Mais voilà. Donc, ils sont choquants en eux-mêmes, mais il y a quelque chose qui m'a choquée au 2e niveau, c'est qu'on a parlé des pères et pas des mères. En fait, je devais rajouter un paragraphe là-dessus. Alors les mères, alors sur l'étude dont je parle ici, elle est tirée d'une thèse qui a été réalisée à Aix-Marseille. Ils n'ont pris que les pères parce que la période d'analyse est relativement longue et qu'à cette époque-là, au début en tout cas, les mères... n'avait pas fait encore Polytechnique. Voilà. Mais il faut savoir que le problème, il est cumulatif. Donc, cumulatif. Je m'entends. La part des femmes dans les grandes écoles est inférieure à la part des femmes dans la population des jeunes de 20 à 24 ans. Donc, on a bien un problème toujours, que ce soit d'égalité entre l'origine sociale, mais aussi toujours égalité homme-femme. J'ai pas les chiffres parce que je les ai pas retenus, mais il y a des articles dans Le Monde là-dessus qui vulgarisent un peu les recherches faites là-dessus. Mais oui, il y a bien un problème avec les femmes. Enfin, c'est pas les femmes le problème. Il y a un problème d'intégration des femmes dans ces écoles-là. Merci. Juste une petite remarque. On devait avoir une 4e étudiante qui allait parler du genre. La question n'a pas pu venir n'a pas pu venir du tout. Et donc, elle allait parler vraiment, on allait consacrer, et puis on voulait parler des handicaps aussi, on n'est pas exhaustif. Mais déjà, qu'on sensibilise par rapport à ce problème, c'est un début. Mais venez, pour ceux qui se posent des questions, venez à mon cours. Madame ? Précisément, il y a un fossé entre l'université qui produit du savoir, il y a un gouffre entre la réalité au quotidien. Il y a des gens qui œuvrent éducateurs, j'ai entendu. J'ai envie de demander à ces étudiants s'ils auraient eu envie d'être éducateurs, par exemple. Alors, madame pose la question, c'est le gouffre qu'il y a entre ce que vous dites et entre l'université de manière générale, donc je suppose c'est le manque d'eau, et le terrain. Le terrain. Allez, Inès, oui. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que j'aurais aimé être éducateur ou travailler dans ce domaine ? Moi, personnellement, je préfère l'économie, tout ce qui est lié au fonctionnement de la société, etc. Tous les métiers se valent et on a besoin de tous les métiers pour jouer un rôle dans la société, comme le disait Marie, par rapport aux aides-soignantes qui n'ont pas des études longues, mais qui n'ont pas fait de longues études, mais qui ont montré leur rôle et leur importance durant la pandémie. Et pour moi, éducateur, c'est un métier qui se vaut également, qui est très important. Donc, je vous félicite de faire des études dans ce domaine, c'est vraiment important. Après, l'écart qu'il y a entre l'université, c'est-à-dire l'enseignement,
Et le terrain, la vie au quotidien, je pense qu'il est réel, certes, mais que nous, les jeunes, même la société civile de manière générale, on doit essayer de pallier ces problèmes-là, d'appliquer. C'est un peu un problème, je dirais, qui s'applique dans tous les domaines et à toutes les échelles, d'appliquer les faits, les idées, de les appliquer sur le terrain et au quotidien, et cela à travers à n'importe quelle manière et à n'importe quelle échelle. C'est chaque acte compte, selon moi. Oui, oui. Oui, exactement. Oui. Le message est passé. Est-ce que, par exemple, je vais demander aux jeunes, est-ce que vous êtes intégrés dans des associations, justement, pour travailler dans le terrain? Oui, Marie? Non, mais c'est juste pour revenir sur l'écart entre la théorie et la pratique. Donc moi, comme je disais, je fais un doctorat, c'est sur les énergies renouvelables, etc., etc. D'après la théorie économique, on est censé tous vous taxer et mettre plein de taxes carbone, et vous devez payer des prix très très chers. C'est complètement déconnecté de la réalité. Vous ne pouvez pas payer, il y a une inacceptabilité de ça, mais c'est de plus en plus étudié. Et on va de plus en plus sur des enquêtes de terrain pour savoir comment rendre les choses acceptables. Donc oui, il y a toujours la théorie. Il y aura par exemple le prix Nobel Jean Tirole qui est connu pour théoriser l'économie. Mais il y a toujours des gens qui font de l'économétrie, qui font du terrain. Et nous, on n'oublie pas. Après, je pense que, comme disait, moi j'ai décidé de faire un doctorat, je vais être très honnête, je ne sais pas. Là, mon utilité, pour moi, je la trouve nulle actuellement. Mais, et pareil, mon frère, il n'a pas fait de longues études et il est très utile à ce qu'il fait. Et encore une fois, si on revient sur la méritocratie, ou etc., il faut reconnaître à chacun l'utilité de chacun. Et c'est tout. Il n'y a plus de débat là-dessus. Si une fois qu'on a reconnu ça et que moi je me mets à ma place, j'ai fait un doctorat, je me suis fait plaisir. C'est tout ce que j'ai fait. Pour le moment, je n'ai pas été réellement utile. Pour les associations, par exemple, moi, je n'ai pas fait partie d'association, mais je sais qu'il y a des amis, une amie notamment à Aix-Marseille, qui a fait partie d'une association qui était liée à la Croix-Rouge et qui allait distribuer à manger justement aux migrants et aux personnes en difficulté là-bas à Aix-Marseille. Donc ça existe. Il y a aussi un lien entre les universités et les migrants, etc. Il y en a aussi. Louis, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, j'aimerais bien rajouter quelque chose pour vous répondre, madame. Effectivement, il y a un fossé entre ce que l'on peut apprendre, les notions qu'on peut manipuler à l'université, dans des matières qui restent très théoriques, que sont le droit, l'économie par exemple. Néanmoins, avant d'être étudiants, nous sommes des hommes, des êtres humains plutôt. Et nous avons une expérience de la vie, comme tout le monde. Et peut-être que pendant le Covid, vous avez pu voir ces files d'étudiants qui faisaient la queue devant les restaurants universitaires en espérant qu'ils resteraient à manger au moment où ils passeraient devant le kiosque. L'expérience de la vie qu'on peut tous avoir vient nourrir ces études que l'on fait. Et finalement, les notions que l'on va apprendre, que l'on va développer dans le cadre de ces études particulièrement théoriques, vont être influencées par cette expérience de la vie qui est finalement très reliée à celle du reste de la société. Les étudiants font d'ailleurs partie des classes sociales les plus précaires aujourd'hui. Une dernière question peut-être. Oui. Oui. Alors je comprends très bien par rapport à ce que dit Marie, encore une fois, qu'on a tous une place importante. Moi, je suis enseignante en lycée, je me retrouve à aider les élèves à s'orienter. Et c'est difficile de dire à quelqu'un, tu seras aide-soignante, tu auras le même rôle qu'un professeur.
c'est très important, mais tu gagneras 2 fois moins. Donc, voilà, il y a quand même une limite à ça. Et on essaye de pousser les élèves vers une situation qui leur donnera quand même le meilleur quotidien. Très bien, merci beaucoup. Merci.